D'abord sur le plan médical, dans ma région, on n'a pas eu de problème immense comme il a pu y en avoir dans d'autres régions. Donc ça, c'est un atout très important. C'est aussi la démonstration que quand on se prépare, on arrive quand même à mieux gérer les choses. Ça, c'est une absolue évidence parce qu'on a simplement bénéficié de l'expérience des autres, puisque l'épidémie chez nous était en retard, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on a pu bénéficier de l'expérience des autres et mieux se préparer aux événements. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on avait très, très tôt anticipé une relation avec le secteur libéral. Et donc, cette articulation s'est avérée extrêmement bénéfique et finalement assez fluide. Même si on n'est pas forcément dans le même monde, même si on soigne tous des gens, mais on n'est pas forcément dans un même monde organisationnel, on va dire. Ça s'est plutôt très bien passé. Après, est-ce que sur le plan des décisions, tout ce qui a été pris, annoncé, etc., je crois qu'il faut être très humble et avoir conscience de l'extraordinaire difficulté dans laquelle se débattent encore ceux qui prennent les décisions au niveau national. Ça, je crois qu'il faut vraiment leur reconnaître une énorme difficulté et avec une visibilité quasiment nulle, puisqu'on a tous appris de l'épidémie au fil du déroulement de l'épidémie. Donc, s'appuyer sur un vécu de quelque chose était assez aléatoire. Donc c'était un vrai problème et ça le reste. C'est pour ça que je trouve un petit peu, voire même beaucoup, indécent des critiques qui se font jour, pas toutes forcément désintéressées, on est bien d'accord, mais je trouve que c'est pas le moment et c'est pas la bonne façon de faire. C'est-à-dire que la bonne façon de faire, même s'il y a eu des erreurs, et tout le monde en fait, donc on ne va pas dire que c'était absolument parfait, mais même s'il y a eu des erreurs, la bonne façon de faire, c'est ce qui s'appelle le retour sur expérience. C'est-à-dire une analyse positive de ce qui n'a pas marché. L'idée étant, comment est-ce qu'on peut faire mieux par rapport à ce qu'on a déjà fait. Ça, c'est positif. Maintenant, critiquer pour dire il aurait fallu, il y a qu'à, etc., ça, j'ai un certain mal à l'admettre. De tout bord, qu'il soit du bord politique, syndical ou médical. Donc ça, je crois que c'est délétère et c'est très dommageable globalement pour la société dans son ensemble. Je ne dis pas que l'unanimité doit être forcément la règle, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une façon de faire et je trouve que le chemin qui est en train de se prendre n'est pas la bonne façon de faire, tout simplement. Donc ça, pour ce qui est de la façon de le vivre, je crois aussi que on a appris qu'il y avait une autre façon de vivre, justement. Et on en a été surpris. Et presque on a été surpris de voir que ça tenait debout de façon assez bizarre et assez surprenante. Mais ça tenait debout. Alors, est-ce qu'il faut continuer à décalquer ce système sur l'avenir? J'en suis pas si persuadé que ça, quand même, parce qu'il y a des contraintes qui sont difficiles à supporter. Mais il n'empêche, ça a été possible. Ça, c'est un point que je trouve surprenant. Il y a vraiment une réflexe de la société dans son ensemble qui a été assez surprenant. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est la distorsion entre ce qu'on a déjà vécu avec des problèmes sanitaires importants, comme le sida, mais ça n'était pas une maladie aiguë à propagation aussi rapide. Donc, la comparaison n'est pas forcément à propos, mais il n'empêche, c'était une épidémie de grande ampleur qui a été extrêmement médiatisée en son temps. Je remonte encore un petit peu dans le temps, l'épidémie grippale, la pandémie grippale 68-69,
qui a quand même fait des dégâts en termes de décès considérables, n'a marqué personne. Et là, pour la première fois, on prend des décisions extraordinairement drastiques pour une épidémie qui finalement est assez similaire. Il y a vraiment quelque chose de changé dans la perception que l'on a tous face à la maladie, vers je dirais un réflexe de non-acceptation des phénomènes. Je trouve ça très, très marquant. C'est-à-dire être en bonne santé est un droit, ne pas être en bonne santé est une faute. Il y a un responsable. Donc ça, je trouve ça assez frappant en termes de construction mentale de notre société, de son évolution. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est un constat. Alors il y a deux niveaux dans le mot coopération. Il y a la coopération au niveau national entre les différents corps de métier, les différentes façons d'exercer le métier. Et puis il y a la coopération internationale. C'est deux choses assez différentes et d'une difficulté qui n'est pas forcément similaire, même si difficulté il y a. Je crois que, enfin en tout cas moi c'est la façon dont on a vécu chez nous, c'est que ça a été l'occasion de décloisonner encore un peu plus le fonctionnement de la santé. Et ça, je crois que ça devrait être un objectif dans le futur. Je sais aussi, et je n'ai pas d'illusion, je sais aussi que ça n'a pas été partout la même chose et que les cloisonnements, les récriminations, les reproches se sont exprimés largement et continueront à le faire. Je pense aussi que l'ouverture d'esprit n'est pas ce qu'il y a le plus répandu dans le monde. Donc voilà, je ne suis pas un bisounours de ce côté-là, mais je crois quand même que ça doit être l'objectif, c'est-à-dire le décloisonnement entre les disciplines médicales. Nous, dans mon CHU, on l'a parfaitement bien vécu en décloisonnant entre spécialités pour que le maximum de patients puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles et avec des cellules de concertation, de coordination qui ont très bien fonctionné. La déconcentration ou l'ouverture vers le monde libéral et la coopération, entre autres avec les cliniques pour l'accueil dans les services de réanimation de ces mêmes cliniques, l'arrêt des interventions chirurgicales non urgentes qui ont quand même un coût. Il faut bien imaginer que c'est un manque à gagner très important pour les médecins concernés. Ben, ça s'est fait. Et ça s'est fait, et, je veux dire, de façon fluide, après discussion bien entendu, mais relativement fluide. Donc tout ça, à mon avis, me rend optimiste sur l'état d'esprit des gens. Et il ne faudrait pas que ça retombe. Il faudrait qu'on arrive à mettre en place un système où la circulation d'informations, d'idées et de patients est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide que ce qui existe actuellement. Ça, c'est certain. Après, en Europe, alors là, c'est le fiasco. Très sincèrement, c'est le fiasco. On le voit encore actuellement avec la polémique sur le vaccin Sanofi. C'est-à-dire que l'Europe de la santé n'existe pas. Et alors, j'en parle d'autant plus à l'aise que je préside le syndicat européen des infectiologues et qu'on bataille actuellement pour essayer de mettre au point une spécialité européenne de maladies infectieuses et ça se heurte à des barrages féroces nationaux. Donc tout ça, je trouve ça dommageable et l'illustration en est cette histoire du vaccin potentiel, si jamais il y a un vaccin un jour, cette histoire du vaccin potentiel, où sur le plan industriel, on ne peut pas donner tort à Sanofi. Ils ont raison. Je veux dire, les États-Unis, et Dieu sait si je ne suis pas pro-Trump, mais les États-Unis ont mis des sommes considérables pour aider la recherche, ce que n'a pas fait l'Europe, et en tout cas pas de façon aussi ciblée.
Et donc, à l'arrivée, l'Europe prenne un retour de bâton. Ça me paraît logique, même si c'est triste. Et je trouve que là, il y a la démonstration d'une faille. Il y a aussi une démonstration d'une faille dans la coopération qui n'a pas eu lieu entre les États. Quand il y avait une crise, la meilleure preuve est que, très sincèrement, on a laissé les Italiens se débrouiller tout seuls. Et ça, c'est quand même pas très intelligent, je trouve. Et puis, on a aussi la preuve que ça n'existe pas dans la recherche. Tout le monde est parti dans son coin. La coordination a été difficile, non pas entre médecins, parce que là, la volonté existait de faire quelque chose ensemble, mais au plan administratif. Où là, pour prendre l'exemple de l'essai Discovery, on n'est pas encore capable d'inclure dans cet essai des pays européens par simple contrainte administrative. C'est difficilement acceptable. Donc là, il y a vraiment un chantier, à mon avis, extrêmement important à mener sur le plan de la construction d'une Europe de la santé. Je dis construction, même pas développement, parce que pour l'instant, elle existe très peu. Il y a des organismes qui existent, l'Agence du médicament, le centre d'épidémiologie qui est à Stockholm, etc. Ils existent, mais avec des pouvoirs et des prérogatives extrêmement limitées. La question, c'est le partage de l'information, c'est sûr, et une culture de l'information. Je veux dire par là que un universitaire comme moi, mon métier, c'est d'aller chercher l'information tout le temps, tous les jours. Et il faut bien reconnaître qu'un médecin libéral, c'est pas son métier, et il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de le faire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait information qui va être distribuée aux personnes qui en ont besoin et sous quelle forme? Et ça, c'est un vrai problème. Se rajoute à ce problème, et alors c'est un problème de fond qui ne répond pas à l'urgence, bien entendu, mais il faudra aussi se poser la question, c'est-à-dire que la formation continue en France est très poussive, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des contraintes administratives, comme on sait si bien le faire en France, avec une bureaucratie à ce niveau-là qui est un frein évident à la distribution large de l'information. Donc ça, c'est un vrai problème. Se rajoute aussi le fait que notre système a engendré, même si c'est en train de se modifier sous l'effet des installations de groupe, mais quand même, le médecin est un individu, il ne fait pas partie d'un groupe, il est solitaire. Et donc tout ça, ça rend le contact et l'information difficile à distribuer parce qu'on n'a pas forcément les outils pour ça pour l'instant. Ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais je crois qu'il faut avoir le courage de se mettre autour de tables diverses et variées pour discuter. Pour discuter et accepter de refondre le système. Je ne veux pas dire qu'il faut tout chambouler, loin de là, parce que l'hôpital, il fonctionne, il l'a démontré. C'est-à-dire que dans une période intense comme celle-là, où il n'y a pas eu de rupture du soin, à aucun moment, par exemple, on a été obligé en France de refuser l'accès en réanimation à un malade. Or, ce qu'on fait tous les jours en temps ordinaire, c'est-à-dire de ne pas faire subir à un malade pour lequel on sait que la réanimation sera inutile, voire imposera des souffrances supplémentaires inutiles. Donc ça, on le fait tous les jours. Mais on n'a pas eu à changer cette attitude malgré l'importance de la vague. Donc ça veut dire que le système hospitalier était quand même plutôt bien armé. Donc il ne s'agit pas de tout chambouler. Mais par contre, je pense qu'il y a des discussions à avoir
sur l'amélioration justement et l'amélioration de la circulation de l'information et puis le décloisonnement en termes de fonctionnement. Ça, c'est compliqué parce que d'un côté, vous avez l'exigence de qualité et de, je dirais, vérification de ce qui est, de validation de ce qui est publié. Donc forcément, ça prend du temps, obligatoirement, même si tout le monde a mis en place des mesures rapides, et c'est démené pour que les choses s'accélèrent, mais il n'empêche qu'il y a un temps incompressible. Et puis de l'autre côté, vous avez le besoin qui est de partager le plus vite possible l'information parce qu'on est en phase d'urgence. Et avec derrière la tentation de raconter n'importe quoi, comme on l'a vu, et de profiter justement de cette urgence pour faire ressortir son propre ego. Donc ça, c'est une vraie difficulté. J'ai pas de recette. J'ai pas de recette si ce n'est le bon vouloir des revues scientifiques, parce que c'est là que ça se passe. Hein. Le bon vouloir des revues scientifiques pour accélérer les choses, pour que les reviewers fassent vite, alors qu'eux-mêmes sont débordés par le soin, parce qu'il ne faut pas oublier que les reviewers sont pour la plupart des bénévoles. Et donc, ma foi, ils font ça quand ils en ont le temps. Donc ça, c'est hors quelques grands journaux, comme par exemple le Lancet, qui peut se permettre d'aller plus vite parce que ce sont des relecteurs à pointer. Je ne parle pas de reviewers, mais de scientifiques, mais de relecteurs à pointer. Donc ils peuvent aller un peu plus vite en consacrant leurs ressources là-dessus, mais il n'empêche, ça pose quand même un vrai problème. Très sincèrement, je ne sais pas comment le résoudre. Je persiste à penser que l'information validée vaut, même avec un peu de retard, vaut mieux que de l'information farfelue donnée tout de suite. C'est clair. Mais il y a aussi, en dehors des revues scientifiques, une autre presse qui, elle, est dans l'immédiat et qui se nourrit de l'immédiateté. Je parle de presse aussi bien que de médias. Où l'info continue, encore faut-il, pour faire continue, encore faut-il avoir de l'info. Donc on prend ce qui vient. Et on prend ce qui vient, c'est pas toujours d'une grosse qualité. Moyennant quoi, le grand public, c'est ce qu'il regarde. C'est-à-dire le grand public, il lit pas le Lancet. Le grand public, il regarde des chaînes d'info où il lit la grande presse qui elle-même relate ce qui n'est pas validé dans l'immense majorité des cas. Donc on a un vrai souci. Ça rejoint l'éthique journalistique. Alors, je ne mets pas tous les journalistes dans le même panier, loin de là, parce qu'il y en a qui sont de grande qualité, mais force est de reconnaître qu'ils ne font pas tous l'effort de la critique de l'information, de la validation des infos. Et là, on a un vrai problème. Je pense aussi que la presse, même si elle n'est pas habituée à ça, devra faire son autocritique. Y compris dans la responsabilité de la fabrication d'un climat hautement anxiogène. Alors, sans vouloir dire que cette épidémie est rien du tout, c'est pas la question, mais d'un autre côté, quelle est la responsabilité dans la création d'un climat anxiogène quand dans les journaux télévisés, vous avez 100% du temps qui est consacré à cette épidémie, y compris en mettant des images de falaises, de micro-trottoirs, qui n'ont absolument aucun intérêt scientifique et aucun intérêt social. Donc là, il y a une des vraies questions à se poser, à mon avis. Le préprint doit être validé. J'ai fait valider par les pairs, si possible rapidement, le contenu. Et à ce moment-là, je le mets à disposition de façon non structurée, façon éditeur, et je le mets très rapidement à disposition des autres pour gagner du temps sur la chaîne de fabrication d'un journal, etc. Mais par contre, je ne pense pas que le préprint
doivent être une information non validée. C'est pour ça que je ne suis pas du tout favorable et je ne les regarde pas. Tous les sites de dépôt, aussi bien Medix, je ne sais plus quoi, je ne les regarde pas parce que c'est de l'information scientifique qui n'a pas été reviewée. La première chose, c'est qu'on a tous tenté de réagir comme on pensait devoir le faire, face à quelque chose qui était parfaitement inconnu jusque-là. Voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut faire des retours d'expérience, mais pas des procès, dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine politique, sanitaire que éditorial. Je crois que c'est ça qu'il faut absolument essayer de revoir. Il faut positiver, c'est-à-dire que c'est une crise, ok, mais comment on peut, à partir de là, dire, bah ouais, je vais faire mieux. C'est quand même ça l'objectif. Je vais m'améliorer. C'est ce que j'ai toujours eu comme philosophie, c'est-à-dire on apprend toujours de l'échec. Et c'est ça qu'il faut revoir. Et puis dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire le milieu éditorial, effectivement, je crois qu'il va falloir regarder encore un peu mieux comment on distribue l'information rapidement, mais de l'information fiable, et pas via sa chaîne privée YouTube.